Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, dans notre nouvelle émission Human, avec aujourd'hui un sujet sur la non-violence et deux invités. L'un qui est à côté de moi, j'allais dire physiquement, et il s'appelle Serge Perrin. Bonjour Serge. Bonjour. Et puis l'autre qui n'est pas à Lyon, qui est en Inde, à Bangalore, dans le sud de l'Inde, et qui s'appelle Siddhartha. Bonjour Siddhartha. Bonjour. Bonjour. Donc Siddhartha, je sais que vous parlez français, mais je crois que votre anglais sera peut-être préférable pour échanger sur ce thème de la non-violence. Voilà, alors Serge Perrin, on va commencer en français, la langue qui était autrefois universelle, qui ne l'est plus tout à fait. Donc vous êtes un spécialiste de la non-violence, vous participez à Alternative Non-Violence, à la revue Silence et à l'organisation MAN, Mouvement pour une alternative non violente. Voilà. Alors, commençons par ce que vous voulez, peut-être par votre parcours personnel. Est-ce que vous êtes l'un de ces intellectuels qu'on invite régulièrement dans nos émissions ? Je ne sais pas qui vous invitez régulièrement, mais je ne suis pas ce qu'on considère un intellectuel. Hein. J'ai écrit quelques articles, mais je ne suis pas un théoricien. Je suis plutôt un praticien de la non-violence. J'ai découvert la non-violence quand j'étais plus jeune. Hein. À l'époque, on avait le service militaire qui était obligatoire pour les jeunes garçons. Et donc, je l'ai refusé. J'ai été objecteur de conscience. Objecteur de conscience, voilà, le statut français, donc, qui permettait de ne pas porter d'armes. Et de remplacer 1 an de service militaire par 2 ans de service civil. Voilà, vous étiez pénalisé. Il y avait une pénalisation. Et donc, ça m'a permis de découvrir, à travers la contestation de la violence militaire, de découvrir son pendant, qui est la non-violence, une méthode de résolution des conflits. Et donc, j'ai participé à la création du mouvement pour une alternative non-violente, qui est un réseau d'une vingtaine d'associations françaises, de groupes locaux. Et donc, le MAN de Lyon est un des plus gros groupes et qui a une histoire assez intéressante, puisqu'on a commencé par bien sûr travailler sur des luttes de l'époque qui étaient la lutte contre les essais nucléaires qui commençaient, qui étaient en France. Il y avait et la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac. Mais l'histoire du MAN de Lyon est un peu particulière parce qu'on a un gros côté social, puisqu'en fait, grâce en particulier à Christian Delorme, qui était un des membres fondateurs, on a participé à l'occupation de l'église Saint-Nizier par les prostituées en 1975. On a eu un gros côté, on a travaillé à soutien à la grève de la faim en 1981 contre l'expulsion des jeunes de la deuxième génération. Et puis en 1983, c'est nous qui avons co-organisé la marche d'Idéborg, la marche pour la liberté, contre les discriminations, donc qui partait des Minguettes, en fait, qui est partie de Marseille jusqu'à Paris. Et on continue cette histoire, puisqu'aujourd'hui, on travaille encore dans les quartiers politiques de la ville avec ce qu'on appelle de la médiation nomade, c'est-à-dire on va à la rencontre des groupes qui sont en bas des tours et on va passer la soirée de 20h à minuit pour aller vers et discuter et travailler au vivre ensemble dans les quartiers. Quel type de groupe, quel type de quartier ? C'est les quartiers forcément politiques de la ville. Alors on pense aux Minguettes, mais à Saint-Fond, à Vaux-en-Velin, à Villeurbanne. On intervient tous les étés, une fois par semaine. Et est-ce que le discours de la non-violence s'adapte bien à ces populations ? Est-ce que c'est compris ? En fait, c'est tellement compris qu'en 1983, c'est quand même la marche
pour l'égalité est bien parti du quartier des Minguettes, et qu'en fait les jeunes, et je mets entre guillemets les jeunes, parce qu'il y en a qui ne sont pas si jeunes que ça, mais ce qu'on appelle les jeunes sont confrontés vraiment à une violence importante. La première des violences, la violence structurelle, hein, quand vous êtes jeune et que vous ne voyez pas où est votre avenir, il n'y a pas de travail, c'est difficile de fonder une famille, vous êtes victime de discrimination, c'est la première des violences. Et face à ça, il y a une colère qui monte, qui des fois les font faire des réactions violentes, hein, on voit ce qu'on appelle des émeutes, mais tout le travail de la non-violence, c'est de leur offrir des outils qui vont permettre de transformer leur colère en force positive pour demander des revendications et obtenir une amélioration des conditions de vie en France. Voilà donc une présentation française de l'activité de Serge Perrin, Siddhartha. Donc, en ce qui vous concerne, who are you? You are a social activist and founder of an ashram in Bangalore, in your city. Bangalore is a very big city in the south of India. I think something like over 10 million. 10 millions. Okay. So how can you start this talk between France and India about non-violence? What would you like to talk about it? Well, to begin with, I would say that non-violence is the most important thing today if, as humanity, we have to survive. The biggest challenge we are facing today is climate change. And there are those who talk about the sixth extinction, that maybe this is the end of humanity. In many parts of the world, we are also facing wars. We are facing serious religious conflict. We are facing a situation where the global economy and the development process is creating two things. One, climate change. The other, social injustice, the gap between the rich and the poor. So in this context, I would see non-violence primarily as dialogue. That we have to dialogue across all sections. I think the old idea that we are the ones who know, we are the pure ones, we are the progressive people, I think this is inadequate. We have to dialogue with everybody. We have to dialogue with business to see that there are business practices which are socially more just, which are ecologically more sound. We have to dialogue with religious leaders who some of them might be almost fundamentalists, to start talking about how to create peace. And I think we have to abandon the idea that the other side is an enemy. The other side, if you see the other side as the enemy, then you cannot dialogue. I think the other side has a point of view which is very different, and we have to talk and respect the other side. And try to understand the reasons why people take certain positions. So basically I'm saying that, there may be physical violence, there might be wars in some parts of the world,
all that is very serious. But the important challenge is to dialogue, non-violent dialogue. But how is it possible to dialogue with people in front of you who are in arms? I mean, if I take the example, the recent example of Myanmar, how can you dialogue with army when they shoot you? Myanmar is a very sad and difficult situation, and it has polarized things very badly. But maybe even in Myanmar, there are people in the army, other people in the army who don't want the situation to move to such an extreme. So dialogue need not always be upfront, visible. There can be back-channel dialogue, which is not visible. And so I think one has to identify people who are concerned, because what is happening, it is possible that even within the army, not everybody agrees with what is happening. Serge Perrin, une discussion sur Myanmar, parce que, évidemment, non-violence, c'est très bien, mais si l'armée est là, et si, quand on sort dans la rue, on se fait tirer dessus, et que l'on meurt, 500 morts dans ce pays depuis le 1er février, eh bien, on peut se poser la question de l'efficacité de la non-violence. Alors, cette question... Oui, allez-y. Oui, parce que tout de suite, je voudrais réagir. En fait, le problème n'est pas simplement d'un dialogue entre l'armée et la population. En fait, la non-violence, à la base, c'est la gestion des conflits. Or, on a toujours des conflits dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est comment on va résoudre le conflit. L'armée, en fait, est un instrument de répression aux mains d'un pouvoir. Donc, en fait, le problème n'est pas de discuter avec l'armée, c'est de savoir comment le rapport de force va s'établir entre le pouvoir et la population. Et donc, en fait, c'est que dans un deuxième temps qu'il peut y avoir la problématique de l'armée vis-à-vis de la population. En fait, toute l'action non violente va être une action que je qualifierais de proactive. C'est-à-dire, en fait, on va se faire en sorte de ne pas se retrouver tout seul, les mains nues face à des chars. Quand vous en êtes là, il faut être clair, ni la violence, ni la non-violence ne peut résoudre. Parce qu'en fait, l'alternative de la violence, quand vous êtes là avec votre couteau ou votre fusil face à un char, de toute façon, même en étant violent, plus exactement pas non-violent, vous ne pourrez pas gagner. Donc en fait, toute une stratégie non-violente va être faire en sorte de travailler en amont. Et donc on est sur la construction de rapports de force vis-à-vis de groupes sociaux qui peuvent avoir des intérêts différents. Et donc pour compléter le propos de notre ami indien, en fait derrière le dialogue non-violent, moi je préfère parler de respect de l'adversaire. C'est-à-dire ne pas considérer l'autre comme un ennemi, puisque de toute façon à la sortie, on ne l'a pas dit, mais le but de la non-violence, c'est de vivre ensemble avec nos différences. Donc forcément, il va falloir construire sur notre territoire du vivre ensemble avec nos différences. Donc en fait, le travail va être de gérer le conflit de façon à ce que le conflit ne dégénère pas en élimination de l'autre, la violence c'est l'élimination de l'autre, mais on va sortir du conflit par le haut, c'est-à-dire on va trouver des solutions qui vont permettre de vivre ensemble, avec des intérêts qui peuvent être contradictoires. Donc forcément, au niveau du MAN, notre organisation, on intègre cette notion de rapport de force. C'est-à-dire on n'est pas simplement autour de la table, mais à un moment, il va falloir empêcher l'autre de nuire. Et ça, derrière l'idée de la non-violence, il y a le terme indien de ahimsa, ne pas nuire, qui me semble assez intéressant en termes de philosophie. Ne pas nuire et empêcher l'autre de nuire. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'action du MAN sur le terrain social, mais on travaille aussi sur l'éducation, dans les écoles, vis-à-vis des enfants. Apprendre à résoudre nos conflits sans éliminer l'autre. Et donc on est sur cette notion de bienveillance,
et de respect de l'autre et de travailler ensemble. Maybe we could talk as this radio is made with Dialogue en Humanité, talk about a new translation in French of a book edited by Columbia University Press in New York in 2011, called in English, Why Civil Resistance Works, The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, by the two authors, Erika Chenvers and Maria Stefan. So we have a French translation now, and this book, translated recently in French, is interesting because it says that the authors made kind of statistics about 100 events, non-violence events, well, in India, Gandhi, in America, Luther King, and so on. And they think about what was more successful, non-violence or violence. And they found that 3/4 of the non-violence of this kind of facts was efficient with non-violence more than with violence. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce travail statistique, et aussi ce sont des deux sociologues américaines, montre que l'utilisation de la non-violence est plus efficace en termes de retour ou d'augmentation de la démocratie que l'utilisation de la violence. C'est une idée relativement révolutionnaire puisqu'elle vient se heurter à la conception marxiste, justement, de la violence qui doit répondre à la violence. Alors effectivement, donc, ce livre qui vient de sortir avec une préface de Jacques Semelin, qui est un des membres fondateurs d'Human, aussi historiquement, est intéressant parce qu'en fait, nous avions des idées un peu philosophiques et des intuitions sur le fait que la non-violence est efficace. Mais en fait, là, l'étude est intéressante parce que de façon pragmatique, ils ont analysé comment, à partir des situations d'injustice et des situations de violence structurelle, les changements qui ont pu être mis en œuvre historiquement dans le monde ont permis des améliorations ou non de la situation. Et donc, en fait, statistiquement, ils montrent que quand les démarches alors de type révolte ou révolution intègrent beaucoup d'éléments de stratégie non violente, en fait, on aboutit à un système où il y a moins de violence structurelle. Alors que quand vous utilisez des méthodes violentes, vous aboutissez à un système où il y a plus de violence structurelle. C'est en fait la vérification de ce qu'avait prôné à l'époque Don Alder Camara, l'évêque de Recife, qui parlait de la spirale de la violence. Nous avions des régimes militaires où la violence structurelle était très importante, où l'exploitation était très forte, et face à ça, les mouvements révolutionnaires, plus ou moins marxisants, maoïstes, etc., utilisaient la violence pour essayer de renverser le gouvernement, et en face, il y avait une violence de répression militaire qui faisait qu'à la sortie, le système était encore plus violent, plus oppressif. Et dont Elder Camara disait qu'il faut utiliser les méthodes non violentes pour briser cette spirale de la violence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, des études sociologiques montrent que c'est vrai. C'est vrai que la non-violence est plus efficace pour aller vers plus de démocratie. Encore une fois, moi je suis très ouvert. Si notre objectif est d'aller vers plus de démocratie, il faut utiliser la non-violence. Si votre objectif est de prendre plus de pouvoir pour vos intérêts personnels, vous avez la possibilité d'utiliser la violence. I'm coming back to you, Siddhartha.
Maybe you could give some examples of the efficiency of the non-violent actions in your country, in India, especially with the life of Mahatma Gandhi. I think Gandhi is a very interesting person. I think also because he was able to integrate modern ideas with traditional ideas. Gandhi lived in India at a time when most Indians could not read and write, when there was no television or radio or electricity in most of India. And yet he was able to build a mass movement. I think, there were other very educated people like Nehru, who was also part of the movement. And you wonder why Nehru was not able to communicate like Gandhi did. I think to understand Gandhi, you have to understand the importance of culture. What did Indians see in Gandhi? Just to give you a short narrative on, what made Gandhi. As a young boy, he had a Muslim friend who told him that Hindus were weak because they did not eat meat. Later on, Gandhi went to England to study law, and he felt that he had to imitate the British if he had to become an effective lawyer. I think he wore an English hat. I hear he also went for dancing lessons. But Gandhi was not a great public speaker. And he realized that despite all the imitation of British culture, he was not succeeding. He was not able to move ahead. And then he discovered this notion, which might sound strange to modern rational people, the notion of the inner voice. He started listening to what was within him. And I think he found that within him he had a strong spiritual energy. And I think that began the journey of Gandhi. It was not the modern secular rational energy, but something which he drew from his tradition, from his family, which gave him a lot of strength. And this non-violence came from within it. And in India, you see, there is the notion of the renouncer, the holy man. And the holy man is somebody who goes into the mountains and meditates in a cave. The holy man is somebody who moves away from society, moves away and moves into an ashram or moves into the mountains. And Gandhi gave a new interpretation of the holy man. Instead of moving out of society, he moved into society. And not only into society, but the most difficult part of society, which is politics. How to listen to your inner voice and find your spiritual journey within politics. I think so people in India could recognize this idea of a renouncer, of a holy man, and the energy of the holy man. And I think Gandhi, because he was able to combine modern ideas and traditional ideas, he was able to create a new energy, which was a new synthesis of tradition and modernity.
and talk about democracy, talk about, build a social movement. And therefore, it's very important to look at culture and religion in many societies, I think in all societies. Just as there is religious fundamentalism, there is also secular fundamentalism. And I think both are dangerous because both underestimate the creativity of culture. For example, the Salt March, everybody knows this march where the British said you cannot manufacture salt in India. And Gandhi refused to accept that, and he marched to the sea. And he took some salt and ate it and broke the law, and many hundreds of people marched with him. It was not just a man walking to the sea. There is the notion of the Padayatra, the religious pilgrimage, where the pilgrim walks to a holy place, walks to a shrine, walks to a sacred site. So for people, this was a holy march. It was, they didn't see it as just a man walking to the sea. Here was a spiritual movement. So Gandhi was extraordinary to reinterpret traditional spiritual symbols and make them modern political strategies. All right, Siddhartha, thank you. Peut-être serait-il intéressant à présent d'interroger Serge Perrin sur ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire ces marches dont vous avez dit que du temps de Gandhi, elles étaient religieuses, mais avec des marches qui ne sont pas religieuses, mais qui, en toute hypothèse, véhiculent aussi une certaine spiritualité. Je pense à la marche Lyon-Genève qui a été organisée récemment par le mouvement pour une alternative non violente. Alors, je dirais d'abord, pour compléter par rapport à Gandhi, ce qui me semble très intéressant, oui. c'est que tu parlais de Gandhi qui a travaillé sur le lien entre la modernité et la tradition. En fait, moi, j'insisterais plutôt sur Gandhi, en fait, a développé une continuité entre ce qui était de l'ordre de l'éthique et de l'humain, le tu ne tueras point, avec l'action politique efficace. Et c'est cette confrontation. Parce qu'en fait, j'aime pas bien la tradition, parce que dans la tradition, on avait beaucoup de violence. Traditionnellement, et en partie même en Inde et en France aussi, la tradition, elle était violente. On était sur des inégalités sociales très importantes. Du coup, je préfère parler de concilier l'éthique avec l'action politique. Et ça repose sur la base, pour moi, de ce qui est la non-violence, c'est la non-collaboration. Ne pas collaborer avec l'injustice. Et ça me paraît essentiel. Et donc, Gandhi nous a donné une vision de l'action politique qui repose sur la non-collaboration, donc le boycott, des marches de protestation, avec quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le programme constructif. C'est-à-dire, je ne veux pas ça et je veux ça. Mais du coup, on le fait. On fait aujourd'hui. Et c'est d'une actualité brûlante, parce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport aux grands enjeux que sont, par exemple, le climat, en fait, il suffit pas c'est bien de protester, on fait des marches pour le climat, mais on met en œuvre aujourd'hui des actions qui vont nous permettre de travailler dans du bio, de travailler plus local. Et ça me paraît intéressant. Moi, ce que j'appelle marcher sur ses deux pieds. Une partie critique, une partie constructive. Et toutes les grandes actions non violentes vont travailler toujours comme ça. Une partie critique sur le système, mais on met en place tout de suite ce qu'on veut faire, les nouveaux rapports sociaux qu'on veut mettre en place. Et donc, on revient sur la marche. La marche est quelque chose de vraiment spécifiquement non violent.
En fait, pour marcher, il suffit d'avoir ses 2 pieds. Et à la limite, même avec des chariots, on peut marcher avec des gens handicapés. Et on n'a pas besoin d'avoir des armes, des fusils. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour marcher. Et donc, la marche est vraiment quelque chose qui permet à tout le monde de se lever. Que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, on peut marcher. Et donc, on a parlé de cette marche de Lyon à Genève, qui était dans le cadre de la mobilisation internationale Djajagat, la victoire pour tous, la victoire pour tout le monde, qui a été initiée d'ailleurs par notre ami indien Rajagopal et son mouvement Ekta Parishad. Et l'idée de la marche, c'est d'aller à la rencontre des gens, là où ils sont. C'est d'aller à la rencontre des institutions. Donc là, on est allé à Genève pour interpeller l'ONU, un des sièges de l'ONU, pour la mise en place de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable qui donnent comme objectif de lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, de lutter pour le climat, pour la paix, des institutions efficaces. Et c'est ça qu'on est allé marcher. Donc on a organisé un collectif à Lyon à marcher là, pendant 15 jours. Au départ, on était 200 personnes au départ de Lyon, avec les institutions locales. Toutes les institutions françaises et presque internationales disent vouloir mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Et bien nous, société civile, on dit chiche, allez, mettons-les en œuvre. Et vous avez besoin de nous, société civile, avec toutes les expériences que l'on porte. Et nous avons besoin de vous, les institutions, parce que vous pouvez donner des directions, vous pouvez donner des actions qui vont nous aider à mettre en place ces objectifs de développement durable. Donc on a fait cette marche et il y a eu plus de 120 personnes qui ont marché en plus de la première journée de départ. Et franchement, ce qui est intéressant, c'est vraiment dans une démarche non violente. Tous les gens qui ont marché, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer à porter ce discours de oui, on peut vivre ensemble. Et donc, le mois dernier, on a fait une marche urbaine à la Duchère. On est allé dans un quartier à la rencontre de toutes les expériences d'agriculture urbaine et dans un quartier en rénovation sociale. Et ça, c'est aussi quelque chose, vous voyez, qui est bien. C'était en fait la base de la non-violence, c'est de travailler sur le rapport entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la nature. Et du coup, ça nous interpelle comment, dans des grandes villes comme Lyon, on va pouvoir vivre des millions de personnes, et à Bangalore, vous êtes plus de 10 millions de personnes, et quel rapport à la nature on va pouvoir avoir, comment on va pouvoir cultiver localement sans avoir à importer des nourritures de l'autre bout du monde, avec tous les dégâts sociaux de gens qui sont mal payés et environnementaux, avec toutes les dépenses énergétiques qu'il faut pour nous amener de la nourriture, alors que la nourriture, elle pousse dans les champs qui sont dans nos 10 km autour de nous. Voilà. Alors peut-être, Siddhartha, serait-il intéressant de s'interroger sur l'efficacité contemporaine des actions non violentes. How efficient are the non-violent actions today, especially with the pandemic breakdown? In a context like India, I think non-violent dialogue is very important, because what we are finding is a false interpretation of religion is coming into politics, and we are being polarized into Hindus and Muslims and Christians and others. The three of them, by the way, initially are non-violent. Yes. Well, I think all religions, we were earlier talking about tradition, and I think
tradition and modernity. You have good things in modernity and bad things in modernity. You have good things in tradition and bad things in tradition. So the challenge is to have critical modernity which is critically bringing all the good things forward, and critical tradition which is bringing all the good things in tradition forward. And the space between critical modernity and critical tradition, that is the creative space. And this is also very important as far as religions are concerned. All religions, you will find, have at some time or the other advocated violence, despite the fact that most religions, you will find that when it suits them, they will advocate violence. Religion is also a question of interpretation. For example, in Islam, there are several interpretations of the word jihad. One interpretation of the word jihad is to fight the non-believer. The non-believer is the enemy, and you have to fight that person. Another interpretation of jihad is you have to fight the enemy which is within you. The enemy which is negative, which is doing wrong things, you have to fight that enemy within you. So religious leaders will have to decide which interpretation are you going to emphasize. And I think, therefore, it is very important to constantly reinterpret religious tradition and to bring out what is positive and good in them. And what is positive and good in religions must coincide with, for example, the United Nations Declaration on Human Rights, the UN Declaration on Human Rights. I think that and the best in religion must come together. And so this is an ongoing process of dialogue, because people feel, if you ask some Hindus, they will say we have been oppressed by the British for a few hundred years. We have been oppressed by the Muslims by a few hundred years. And I think you cannot dismiss these statements. You have to dialogue with them. If really there is a feeling of humiliation, if really there is a feeling that you have been oppressed, you have to take that seriously in the dialogue. You cannot dismiss it. I understand. So, yeah. How many Muslims in India right now? Well, India is the second largest Muslim country in the world after Indonesia. Uh-huh. I think we are about 180 million Muslims, 3 times the population of France. 180, ok. Yeah. L'idée qui nous vient et la question qui nous vient à l'esprit, Siddhartha, what is the efficiency of the non-violent actions in the riot concerning the farmers in India at the moment? Well, the farmers in India, particularly the farmers in North India, and mainly the states of Punjab and Haryana and Western UP, they have been protesting and sitting on the streets for many months now. And they were doing this non-violent agitation in a very cold period, sitting outside in the cold. Old people, young people, women, men, everybody. And I think it's an ongoing process. The government is still not listening. And hopefully the government will listen. But I think the problem of agriculture is more than what the farmers are demanding. In the movement there, the farmers are basically talking about
the money that are basically talking about government buying the produce of the farmers. But I think the problem of agriculture is far deeper than that. It's far bigger. Only 6% of the farmers are benefiting from what the government is buying. So it's a very small number. And maybe that is why the movement is not very strong all over India. It's strong only in some places. But the problem of agriculture is far more deeper. I think the government has to give more support to the farmers. There has to be, today, young farmers don't want to remain as farmers. They want to leave and go. Because the life of the farmer, the small farmer, is very difficult. Farming requires more government investment, more support in terms of marketing, in terms of facilities like cold storage. So it means a lot of investment from the government, which is not happening right now. And the strategy of the government is basically to allow agribusiness to come in and to start large-scale agriculture. But 60% of the people of India still live in the villages. Where will they go if you have big agribusiness? Oui, Serge. Et en fait, nous, Serge les non-violents, Pierre-Alain. on est très branchés sur la solidarité internationale. Quand on regarde l'histoire des mouvements non-violents, en particulier en France, on a toujours eu une attention particulière. En fait, dans l'intuition non-violente, on a cette idée qui commence à être un peu ancienne, c'est que la Terre est ronde, et donc on vit tous sur la même planète, et donc tout ce qui se passe d'un côté nous touche aussi. Et je reprends cet exemple d'agriculture. C'est intéressant de voir ce télescopage où en Inde, la révolte contre le gouvernement maudit des agriculteurs vient de la libéralisation des prix d'achat, puisqu'ils étaient fixés, et puis maintenant on a dit vous négociez. Et en fait, chaque fois en ce moment, on a en France une révolte des agriculteurs qui lutte justement parce qu'en fait, le gouvernement français dit on va faites des négociations avec la grande distribution. Et on voit qu'en fait, quand on met un loup dans une bergerie et on dit aux agneaux de négocier avec le loup, ça ne se passe pas bien. Et donc on est vraiment au cœur de l'économie non violente. C'est est-ce qu'on va laisser un système libéral où c'est en fait la loi du plus fort, ou est-ce qu'on va encadrer pour protéger, pour que la loi et les règlements protègent le plus faible. Là, on est vraiment sur d'une philosophie d'une économie non violente. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, justement, la mondialisation de l'économie, on est aussi sur une mondialisation sociale, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent les agriculteurs en Inde, ce sont les mêmes que ce que nos paysans rencontrent ici en France et plus globalement en Europe. Et un problème de prix, un problème de payer. C'est un problème de marché. C'est un problème de marché, mais on retrouve c'est un problème aussi du rapport de l'homme avec la nature. C'est-à-dire, en fait, on a parlé de la grande industrie. Derrière, c'est les prix, mais c'est aussi les engrais, le rapport aux pesticides et de savoir si on produit localement pour consommer localement en fonction des saisons, ou si on fait une grande agriculture qui va favoriser les plus gros et donc les plus riches au détriment des plus faibles et de la population en général. Et ça nous interpelle puisqu'en fait on voit très bien que derrière c'est aussi le lien avec la crise de la pandémie par rapport au Covid. Puisqu'en fait
l'extension de l'agriculture a fait qu'on prend de plus en plus de terres sur des forêts, sur des lieux où l'homme n'allait pas. Et donc aujourd'hui, on se doute que le virus de la Covid vient justement de ces transmissions entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire en fait l'homme est en train de ne pas laisser la place aux autres êtres humains, et ça nous revient dessus en boomerang par une pandémie mondiale qui met à mal d'ailleurs l'économie libérale. All right, a word for a conclusion, Siddhartha. Is the non-violent actions, are they the future of the humankind? I think non-violence is the future. Without non-violence, we cannot deal with the multiple problems we are now facing, whether it is climate change, whether it's religious conflict, whether it is social injustice. All this requires, as I say, dialogue. I think the crucial word is dialogue. Today, non-violence for me is dialogue. And we have to dialogue with all sections. We have to dialogue with the fundamentalists. We have to dialogue with the business circles. We have to dialogue with the government. And it's really, we have to dialogue across the board. And we have not learned this yet. We are still caught up in the old divide of the right and the left. You know, we are the left and we are the ones who will solve all the problems. And I think we have to go beyond this. I don't think the left has the answers or the right has the answers. We have to together find all the answers. And dialogue is the only way. Okay, thank you, Siddhartha. Un mot de conclusion, Serge Perrin en langue française. Eh ben, pour aller dans le même sens, c'est que la non-violence est une technique de gestion des conflits. Comme nous aurons toujours des conflits entre les riches, les pauvres, les parents, les enfants, etc. Il ne faut pas les taire, ces conflits. Il ne faut pas les taire, au contraire, il faut y faire face de façon à sortir par le haut. Mais le conflit, ça n'est pas la violence. Le conflit n'est pas la violence. La non-violence, c'est une méthode de résolution du conflit. Voilà. C'est-à-dire, en fait, par d'autres méthodes que l'élimination de l'autre. Donc, en fait, j'aurais tendance, pour faire un peu plagiat, c'est que le futur de l'humanité sera non-violent ou il n'aura pas de futur pour l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Siddhartha. Merci, Serge Perrin, pour votre participation à cette réflexion sur la non-violence avec quelques regards sur l'actualité que nous vivons actuellement et que nous vivons de manière mondiale, de manière globalisée, à partir de cette relation justement entre l'homme et la nature. Et je crois que oui, le mot de dialogue que vous avez utilisé, Siddhartha, est le bon mot, d'autant plus que nous avons fait cette émission en lien avec les dialogues en humanité. À bientôt à Bangalore. And thank you very much for your for being with us today. Bye bye. À la prochaine fois sur un nouveau Human. À bientôt. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.